Aujourd'hui, deuxième partie avec Louis-Philippe, copropriétaire de la ferme Semences Nouveaux Paysans. Il va nous présenter les outils qu'il utilise, sa serre ainsi que son système d'irrigation. Bonne écoute. On peut aller voir les... Ouais, ben si tu veux, on est direct à côté, ton petit tracteur. on peut voir les outils que j'utilise. Dans le fond, ça, c'est mon petit tracteur. Un micro-tracteur. Un micro-tracteur vraiment tout petit. Vraiment super pratique, ça consomme rien. C'est au gaz, ça, ou diesel. diesel? Si je consomme 15 litres de diesel pour toute la saison, c'est beau. Même pas. Ouais, Même pas. T'as ton motoculteur en arrière? Ouais, c'est un motoculteur BCS qui est converti avec le 3 points des équipements Tivierge. Là, c'est son invention. Vraiment, ça marche super bien. Je suis très satisfait parce que ces tracteurs-là, il n'est pas assez fort pour avoir un vrai, ben ouais, un rotoculteur adapté, mettons. Ouais. Au tracteur de 4 pieds. C'est pas assez fort dans l'argile. Dans le sable, oui, mais pas dans l'argile. Puis de toute façon, moi, je cultive juste en surface. Ouais. Juste pour gratouiller, pour transplanter mes plants. C'est tout. Fait que c'est ça. J'ai un tracteur à gazon où je peux ramasser l'herbe. Ça, c'est... Ouais, tu ramasses toute ta tonte avec. Ça fait 2 ans que je fais ça. Là, j'adore ça. Je vais couper le gazon avec lui pour redonner le gazon à la pelouse pour qu'elle se nourrisse, pour nourrir les vers de terre, pour avoir une belle pelouse en santé. Pour pas juste faire du prélèvement, dans le fond. C'est ça. Puis quand je vois qu'il n'y a pas de trèfle qui est au travers, tu sais, quand c'est vraiment au stade végétatif, je vais passer avec lui et je vais ramasser l'herbe. Je ne veux pas mettre des semences de mauvaises herbes dans mes champs, dans mon jardin. Ouais, je comprends. Fait que ça, c'est normal. Fait que je ramasse l'herbe avec les 2 sacoches qu'il y a en arrière, puis je viens pailler au pied des laitues, un peu de tout, là. Puis l'avantage de l'herbe, c'est que quand elle est appliquée immédiatement, ça vient tout s'entremêler. Puis il ne faut pas en mettre épais, il faut en mettre environ 2 pouces maximum. Okay. Puis ça fait une galette. Puis ça vient sécher, puis ça vient faire comme un tissage. Ouais. Puis ça empêche. Ça vient opaque. Ça vient opaque, ça conserve, ça abaisse la température du sol, ça empêche les mauvaises herbes, ça garde l'humidité, puis ça nourrit. Fait que triple avantage. Puis vraiment, ça fertilise aussi. Les vers de terre viennent manger. Ça dure pas longtemps, ça dure peut-être 3 semaines, 1 mois. Après ça, il faut en remettre. Ouais. Mais tu sais, comme. En faisant une bonne gestion pour pas qu'il y ait de la semence dedans, ben là, là tu gardes tous tes avantages sans avoir les désavantages. Puis, tu sais, comme pour les oignons, ils appellent ça le dirty crop. Les oignons, c'est difficile à garder propre. Tu sais, comme on a vu, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Les oignons, c'est dur à... c'est fragile aussi, je pense. C'est dur à désherber. Ouais. Puis, ça fait pas de... les tiges ne font pas de canopée. Ouais, comme la rhubarbe, mettons, le meilleur exemple. Là, ou la laitue, ou la rhubarbe, des choses comme ça. Fait que les mauvaises herbes sont tout le temps en train de pousser. Ils ont tout le temps du soleil. Ouais. Fait que je mets ça, surtout dans les oignons, puis ça vient vraiment... Combler tous les interstices. C'est bien dit, c'est exactement ça. On complète les phrases. OK, ici, c'est un petit peu mon quartier général, là, style... Ton petit entrepôt, comme ça. Je me suis inspiré de ce que Jean-Martin fait, dans le fond, c'est que le lieu où les outils c'est au centre des jardins. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'on travaille, bien ici, c'est le centre. Ouais, parce que t'as des jardins en arrière, c'est côté. C'est ça. Fait qu'on limite... ta serre à côté joue aussi. Exact. Fait qu'on limite les pas. Fait que, essentiellement, les outils, c'est le semoir Earthway. Ouais. Un classique pour les haricots. OK. Puis juste pour les haricots? Et les pois. Et les pois, OK. Ensuite de ça, j'ai le bazooka. C'est quoi ça? C'est bien hot. C'est dans le fond un cylindre. Ouais. Puis quand on se promène, on plante la pointe, on met la semence. Ouais. Puis en même temps qu'on lève, on rouvre la bouche. Ah, ce serait parfait pour des noix aussi en forêt. Ouais. Ah, on peut semer toutes sortes de trucs avec ça. Ouais. Puis j'ai la version plus grosse aussi. J'ai un autre qui est plus gros. Okay. Puis celui qui est plus gros, on peut transplanter carrément des laitues, des betteraves, comme des transplants. Là, vraiment... Des transplants. Tu te promènes avec ta caissette, si ta caissette. Tu tires une motte de kale ou de laitue. Tu la mets là-dedans. Tu le mets là-dedans, puis tac, tu te promènes. Ah ouais, fait que ça va vraiment bien. Je connaissais pas. Fait en Italie. Ben, il y a toutes sortes de marques, là. Vous pouvez même le fabriquer vous-même avec du tuyau PVC. Ensuite de ça, ben, j'ai les binettes. Ouais. Ça, c'est merveilleux là, pour désherber. C'est avec, je sais pas comment ils l'appellent, mais elle est flexible ici, dans le fond. Ouais, c'est une binette oscillante.
Ça, c'est mes préférés. J'ai le modèle de Grower Co. J'ai celui de TerraTech. Différentes grosseurs pour différents besoins, surtout pour les oignons. Ouais. Ça, c'est pour le reste. Puis, parce que c'est moins d'effort quand c'est oscillant, c'est ça? C'est ouais, quoi l'avantage? Ben, c'est que l'angle est mieux. Okay. Quand je tire, ouais. ça fait un angle vers moi. Puis quand je pousse... Ouais, ici, ton angle est meilleur pour ta coupe. Exactement. Okay. Puis quand tu pousses, ça fait la même chose. Quand je pousse, ça fait un angle comme ça. Puis quand je tire, ça fait un angle comme ça. Ouais, je comprends. Ouais. Tac, 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 tac. Puis vraiment, selon moi, c'est un outil essentiel pour tout jardinier qui veut désherber de façon classique. Là. Ouais. Sinon, c'est sûr que pour désherber, le mieux, c'est toujours de pailler. Mettre du paillis. En prévention. Oui, mais pailler, c'est... Si, mettons, tu as des mauvaises herbes, tu n'arraches pas les mauvaises herbes, tu couvres les mauvaises herbes. Tu écrases, tu mets ton paillis par-dessus. Okay. Ça, c'est la meilleure façon. Parce que qu'est-ce qui fait? Dans le fond, un sol à nu, c'est comme arracher la peau veut repousser. C'est toujours ça. Fait que quand tu mets un sol à nu, ça active la banque de semences de mauvaises herbes, comme on dit, les adventices. Puis ça les active. Fait que, en gardant tout le temps un couvert, pareil comme dans la forêt, un couvert végétal, bien, les semences de mauvaises herbes restent en dormance. Fait que ça, c'était très important. Ensuite de ça, bien, je vais parler encore une dernière affaire du désherbage. On désherbe. Ça, c'est une ouarou que j'ai fabriquée. Ça, c'est pour les allées. Fait que c'est le même principe. Mais en plus gros. En plus gros. Pour les allées où on circule. OK. Pour l'ail, c'est pas le plus écologique, mais c'est drôlement efficace quand tu es un jardinier tout seul. Quand j'ai 600 pieds d'ail, quand l'ail sort au printemps et est assez développé, je passe avec le pyrodésherbeur. C'est pas obligatoire, mais le pyrodésherbeur, dans le fond, n'affecte pas l'ail. L'ail va tolérer la chaleur, mais tout ce qui est les mauvaises herbes vont prendre un choc thermique. Pas besoin de brûler, juste un choc thermique. C'est suffisant. Mais ça, c'est pas recommandé pour le jardinier. Ouais, ben, petite surface. Petite surface, mais quand tu as vraiment une grande surface, j'ai essayé ça cette année, j'ai trouvé que c'était bien. Point de vue écologique, on repassera. Dans le fond, la majorité des... dans le fond, je vais résumer. Là. Pour l'extraction, il y a deux catégories d'extraction. Il y a l'extraction humide, avec de l'eau, l'extraction sèche. L'extraction humide, c'est tout ce qui est solanacée, cucurbitacée, tomate poivron, aubergine, concombre, courge. Puis, ça, je m'en sers. C'est un broyeur à fruits manuel. Ouais. Puis, c'est un même principe un peu que les fouloirs à grains, à raisin. Mais celui-là, il y a des dents. Fait que ces dents-là permettent de vraiment broyer les tomates, les poivrons, tout ça. Et plus finement. Plus finement. Ça écrase, ça permet de laisser sortir les semences. Puis après ça, on rajoute une certaine quantité d'eau, pas trop, avec l'arrosoir. Puis l'avantage aussi de l'arrosoir, c'est que ça oxygénise le mélange. Puis après ça, on met le couvercle, on identifie, puis on laisse ça macérer, en fait fermenter carrément. Puis le processus de fermentation, comme j'ai dit, ben, ce que ça va faire, c'est que les semences vont couler. Les bonnes semences vont couler, puis toute la pulpe va flotter. Fait que c'est ça. Puis l'autre outil que j'utilise le plus pour l'extraction, on va aller dans la serre. Vous allez être surpris par la simplicité. Et voilà. C'est tout. Draine électrique avec un petit mélange là-dedans. Avec un petit bout de chaîne. Puis là, avec de l'eau, dans le fond, là, humide. Non, ben, je peux utiliser... Ça dépend c'est quoi tu fais. Ça dépend c'est quoi je fais. Mais tu vois, là, exemple, j'ai extrait des semences de kale. Kale qui est un bisannuel. Ouais. La première année, il a fait le kale. Deuxième année, il a fait les fleurs. Puis j'ai ramassé, j'ai secoué là-dedans. Par ensuite de ça, j'ai brassé avec ça pour aller extraire le plus de semences possible qui étaient pris dans les cosses. Puis après ça, on passe au ventilateur. Les semences tombent, toute la paille part au vent. OK. Fait que c'est ça. Puis aussi, il y a les tamis, certains tamis qu'on utilise. Et à part de ça, il y a aussi, pour les pois et les haricots, on va aller voir. Ouais. Pour extraire les haricots puis les pois, ça c'est le gros défi là, pour les petits semenciers, c'est d'extraire des volumes assez importants d'haricots puis de pois. Pour être rentable puis efficace. C'est ça. Sinon, il faut étaler ça sur des bâches de plastique, peu importe, puis épiler.
Ah ouais. C'est long, c'est difficile. Puis aussi, le défi avec les pois et l'haricot, pour avoir une bonne extraction, il faut que ça soit sec, que ça soit craquant. OK. Puis on fait ça souvent en fin d'après-midi. Puis la plage de temps, elle est courte. Veux pas, on peut en faire pendant quelques heures seulement dans une journée. Le matin, à cause de la rosée, des choses comme ça, tu peux pas. Tu peux pas. Fait que moi, ben, j'ai des avantages d'avoir étudié en génie mécanique. Fait que j'ai quand même des connaissances. C'est soudé en masse aussi. Oui, c'est super important. Je dirais aussi pour ceux qui veulent démarrer n'importe quel projet de petite ferme, savoir souder, savoir faire un peu de menuiserie, savoir faire la mécanique, c'est vraiment important. Ouais. Même si vous n'êtes pas manuel, ouais, ben ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut prendre le temps de l'apprendre. Pour vrai, je trouve que c'est essentiel. Il y a tout le temps de quoi qui brise. Ouais, c'est ça. Tout le temps de quoi qui brise, il y a tout le temps de quoi à réparer. En tout cas. Donc, c'est ça. Ça, c'est un extracteur à pois et haricots. Ouais. C'est une ancienne tank à eau chaude que j'ai coupée, que j'ai rafistolée. J'ai mis une entrée. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Ici. Comme ça. OK. Dans le fond, on va vous montrer l'intérieur, mais ça fonctionne avec un moteur électrique. Ouais. Le moteur électrique, il tourne à une certaine vitesse qui est trop vite. Donc, il fallait réduire la vitesse. Ouais. Fait qu'on a, avec un système de poulie, on a réduit la vitesse pour que ça tourne à 350 tours minute. Puis, dans le fond, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des pales qui viennent battre. C'est comme une En fait, c'est une batteuse, comme une moissonneuse-batteuse. Puis, ça tourne comme ça. Puis, là, on peut voir, je ne l'ai pas nettoyé, mais il y avait j'ai battu les pois. Je rentre les plants qui sont secs ici, ça tourne, ça se fait battre. Les semences, ouais, ils se coincent là. Ouais. Ils se coincent au fond, puis ils passent à travers le grillage. On peut voir le grillage en dessous. Ouais, comme ça. Et ensuite de ça, les résidus de paille sont acheminés vers la sortie par une série d'ailettes. À force que ça tourne, les ailettes ça dirige dans le fond. Dirige la paille vers la sortie. Puis ça le sort ici. Ça sort ici. Puis j'ai rajouté dans le fond une sortie que c'est moi qui décide l'ouverture et la fermeture. Parce qu'il y a certains trucs que si c'est pas très sec, si c'est un... Faut que ça soit plus longtemps. Faut que ça reste plus longtemps. Puis quand c'est assez, je rouvre, je fais ça, puis là ça sort. OK. Après ça, je peux le refermer. Puis les semences, dans le fond, ils tombent de l'autre côté dans la chute. Dans le bac. Si tu as ta partie grillagée. Ouais. Partie grillagée, les semences tombent ici. Mais il y a beaucoup de résidus de paille qui tombent en même temps. Fait que ça, c'est pas grave. Les résidus de semences, en fait, les semences et les résidus, on les ramasse avec un couvercle. Puis plus tard, on fait un principe de vannage, quoi. Exactement. On fait un vannage, là, tout simplement avec des ventilateurs. On s'installe, puis on en met un petit peu, les pailles partent au vent, les semences tombent. Parce que ça fait vraiment ton gros de la job, là, le gros travail. Parce que le gros du travail, la partie juste vannage, ça, c'est super facile à faire. Ouais, c'est ça, c'est pas physiquement demandant. C'est pas physiquement demandant, c'est même c'est de la relaxation. Ouais, c'est ça. Tu savoures le fruit de ton travail. Ouais. Mais la partie difficile, c'est vraiment le battre, pour battre. L'extraction. Tu t'es inspiré d'une couple de vidéos que tu avais vues? Oui. J'ai vu des vidéos de micro-moissonneuses-batteuses en Chine. Puis j'ai regardé, j'ai réussi à avoir certaines vidéos qui montraient l'intérieur de la machine. OK. Fait que là, j'ai regardé comment c'était fabriqué. Puis j'ai dit, bon, ben c'est facile à faire. Fait qu'on va faire ça. Puis, dans le fond, l'autre défi, c'était savoir comment je fais les ailettes à l'intérieur et savoir la vitesse de rotation. Ta vitesse de rotation. Ouais. Puis là, dans le fond, ce que je vais faire pour le futur, je vais modifier la poulie pour que ça tourne un petit peu plus vite. OK. 300-350 tours, je trouve que c'est pas assez. Peut-être monter ça à 400-450. OK. Puis c'est ça. Puis c'est un moteur électrique standard que j'ai installé. Au début, il y avait un moteur à essence. Je m'étais dit comme principe que j'allais le transporter au champ puis j'allais faire ça directement au champ. Finalement, c'est pas ça que... Finalement, t'amènes... C'est ça. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que j'amène le truc. Je le mets dans la serre souvent pour un séchage final. Fait que t'es pas loin, ouais, c'est ça. Je suis pas loin. Fait que tant qu'à ça, j'ai dit je vais remplacer ça par un moteur électrique. Moins polluant, beaucoup moins polluant, puis aussi moins bruyant. Ouais.
Ouais, moteur. Ouais, parce que je peux être 2-3 heures à faire ça non-stop. Avec un moteur à essence, c'est désagréable. Puis c'est bruyant, c'est désagréable, ça pollue. On va aller voir la serre. Je vais vous montrer une belle curiosité qu'on est en train de faire un essai cette année. Vous allez voir, c'est une vraie jungle. On essaie les courges louffa. Ah oui, sûr que tu peux faire... Des éponges. Ouais, c'est ça, des éponges. Tu peux brosser, mettons, pour laver tes chaudrons. C'est ça. Okay. Et on fait aussi la courge nid d'oiseau, le bird house. OK. Ça fait des gourdes. En fait, c'est des gourdes qu'on peut... Je crois que c'était utilisé pour boire, mettre des trucs dedans. C'est que ça fait vraiment une courge que la coquille est tellement dure qu'on peut mettre des trucs à l'intérieur. Ça sert comme récipient. Récipient. Okay. Donc, on peut l'utiliser pour percer un trou, faire des cabanes d'oiseaux, des choses comme ça. Ah ouais. C'est vraiment une curiosité. T'en as-tu qui sont... Ça commence. Ça commence? Ben ça, c'est une louffa. Ça, c'est une louffa. C'est vraiment... C'est mou. C'est mou. C'est mou. Vraiment... C'est la première fois que j'en... Ouais, moi aussi, c'est la première fois qu'on en fait. Il y en a de toutes sortes, là. C'est... Wow. Puis ça sent la pizza. C'est vrai? C'est bien débile! Aïe! Ça sent la pizza. Donc. Ouais. C'est vraiment curieux. Ça, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, on peut pas faire ça vraiment à l'extérieur. Ça, c'est... Ouais, si j'ai réussi les semences, ça sera pour ceux qui ont une serre. Mais on se permet des petites folies, puis ça, c'en est une. C'est débile, l'odeur de pizza. Ouais. Ah, c'est vraiment... comme on dit, j'ai perdu le contrôle. Ça fait partie du laisser-aller, mais c'est un beau laisser-aller. C'est vraiment vigoureux. J'ai des petits figuiers aussi qui poussent dans des pots. Des figuiers qui viennent de chez Jonathan Bordelot. Ouais. La pépinière Bordelot. C'est vraiment un bon pépiniériste. Passionné, qui connaît sous le bout de ses doigts son contenu. C'est vraiment une référence dans la Naudière. On va faire le tour. Je vais vous montrer les gourdes. Ici, on a la laitue oreille du diable. Oreille du diable. Oreille du diable, c'est une méchante... Ils ont tous des noms malades, les semences que tu fais. Une belle laitue, difficile à reproduire, la hampe florale pourrie souvent. OK. Je sais pas si je vais réussir, même si c'est bien parti, là. Elle est facile à cultiver. Mais difficile à reproduire pour la semence. C'est ça. J'ai trouvé qu'elle était sensible. Ça, c'est la ciboulette à l'ail. C'est de la ciboulette qui goûte l'ail. Là, c'est sûr, elle est peut-être un peu coriace. Le goût d'ail vient après. C'est fort. Puis, ça en produit une quantité phénoménale, puis vraiment intéressant. Puis là, elle est en train de faire les semences. C'est dans la famille des oignons, c'est vraiment le même genre d'hampe florale que les oignons. Okay. On voit ici là, un sac, un récipient, il y a 3 semences seulement. Oui, comme tu disais. Ouais. Fait que ça produit pas beaucoup de semences, c'est bisannuel. Les semences ne durent pas longtemps. Fait que c'est pas mal pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de variétés de patrimoniales. Fait que là, ça, on peut voir la folie de tes courges gourdes. Puis, il y a un fait étrange, ça sent la fumée. Les feuilles, ça? Ça sent la fumée, ça sent le brûlé. Ah oui. Ça sent le brûlé. C'est vraiment une drôle de... C'est vraiment... C'est fou. Là, on peut voir, ça commence. Là. Ouais, j'en ai vu, il y en a une couple. Yeah. Ici, là, on voit les petites gourdes en devenir. Fait que ça va devenir quelle grosseur à peu près? Ah, ça va devenir gros comme ça. OK. Ouais. Ça peut venir 20-30 cm. Puis on sent qu'elle est vraiment dure, hein, même si elle est tout petite, là. Ouais. Tu vois, elle, dans le fond, ça, c'est la fleur femelle. Ouais. La fleur femelle, qui est comme vraiment fine comme de la dentelle. On va voir, il y en a d'autres. Ah ouais. Puis ça, c'est la fleur femelle qui a le placenta. C'est pollinisé, puis c'est la petite partie qui va gonfler, qui va faire le fruit. La fleur mâle, elle a comblé, elle a fait son cycle. Puis OK, puis elle tombe de même. Ouais. Ça, c'est les fleurs de la gourde. C'est vraiment ultra délicat, comme la dentelle. Ouais. C'est tout petit. C'est tout le temps super délicat, mais le plant, il est monstrueux. Ouais.
C'est vraiment... Ça colonise toute ta serre, ouais, dans pas long. C'est la première fois que tu fais ça, là? Ouais. T'as beaucoup de premières fois cette année. Oui. Ouais, parce que dans le fond, les autres années, on a produit beaucoup. On produisait aussi en gros pour d'autres semenciers. Okay. On avait vraiment des gros stocks. Cette année, on vient juste combler les petits manques que je trouvais qui manquaient sur les variétés que je voulais offrir. OK. Puis ça me laisse aussi plus de temps pour faire d'autres projets d'infrastructure. Oui, parce que présentement, tu es dans la construction de bâtiments. C'est ça, puis, comme aménager pour peut-être un jour recevoir des clients à la ferme, faire des visites guidées, tout ça. Fait que je veux mettre ça, je veux que ça soit beau, accueillant. Ici, on a la tomate Tiny Tim. C'est une micro-tomate. Oui, c'est bien petit. Des micro-tomates qui restent petits, ça fait pas plus que 30 cm de large et de haut. Ça produit une abondance de fruits. Ah oui, c'est débile. Ouais, tu peux manger. C'est pas la tomate la plus goûteuse sucrée, mais elle est quand même très bonne. Elle est très juteuse, hein? Ouais. Puis c'est un beau format. Puis des gens qui sont sur un balcon en pot, là, c'est vraiment un must. Ah ouais, ça prend... Puis pour la culture intérieure, c'est vraiment intéressant. Pour la place que ça prend. Hein? Puis ça produit beaucoup. Puis c'est aussi très hâtif. C'est les premières à... Tu vois, ça fait déjà un mois qu'on en mange. OK. Fait que début juillet. Les autres tomates qu'on a vues sont pas prêtes encore. Ouais. Fait que c'est très hâtif. C'est quoi le nom déjà? Tiny Tim. Tiny? OK. Tiny Tim. Tiny Petit Tim. Mais il y a plein d'autres variétés de micro-tomates. Il n'y a pas juste celle-là, il y en a plein. Très intéressant. Ça aussi, c'est une première cette année. Puis au travers, ben là, on avait des petits interstices. On a mis des petits oignons. Là. C'est vraiment pour la consommation personnelle. Là. Ouais, c'est pour vous autres. C'est ça. Puis à chaque année, on produit nos patates douces. OK. Patates douces, tu vas voir, je vais vous montrer. Idéalement, ça prend une serre. Ouais, au Québec. Là. Parce que ça aime beaucoup la chaleur. Mais la patate douce, ça se conserve tellement longtemps dans la maison. C'est tellement bon. Puis c'est tellement vigoureux. Il n'y a pas de bébites qui s'attaquent à ça. C'est vraiment merveilleux. Pour vrai, la patate douce, je trouve que c'est pas cultivé assez. Puis on va voir s'il y en a. Ça doit avoir commencé à gonfler. La patate douce, c'est pas dans la famille des solanacées. C'est une catégorie à part qui est dans la famille des convulvacées. Convulvacées? Convulvacées. Drôle de nom. Puis, au fond, je sais pas si ça a commencé. On va voir. Puis le principe de la patate douce, c'est que ça fait une série de racines. Et les racines gonflent. La racine va gonfler. Puis ça fait un chapelet. Ouais. Ça se multiplie comme un chapelet. Fait que c'est toujours relié par une petite racine, puis ça se met à gonfler. Petite racine gonfle. Puis ça peut se répandre partout. Puis l'avantage aussi de la patate douce, c'est que si la tige touche au sol, elle va en partir d'autres. Elle va repartir d'autres, elle va se réenraciner, puis elle peut refaire plein d'autres patates douces. OK. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça n'a pas commencé à grossir encore. Ah, il est encore trop tôt. Puis les patates douces, dans le fond, une fois récoltées, il faut les laisser au soleil. C'est l'inverse des patates. Les patates détestent le soleil, ils vont devenir vertes, puis ils vont développer des toxines. La patate douce, elle, il faut la laisser une semaine ou deux au soleil. La peau va durcir, elle va perdre un peu son eau, elle va se concentrer. Puis ça va permettre de la conserver plus longtemps. Exact. Okay. Ça se conserve ça se conserve 1 an. OK. Sur la tablette. C'est vraiment... Ça pardonne beaucoup, la patate douce. Pas de caveau, rien. Là. Non. On le conserve chez nous sur la tablette, dans la cuisine. avec les écarts de température, puis même à ça, ça se conserve. OK. C'est vraiment intéressant, puis c'est super bon. Celles en épicerie, des fois, sont pas toujours sucrées. Ouais. Mais celles qu'on cultive, là, c'est vraiment super bon. Fait que, ici, on appelle ça un rocket stove. C'est un poêle au granule qui fonctionne sans électricité. OK. Dans le fond, on met les granules dans le tube ici. Ils descendent par gravité. Ils descendent par gravité. Encore fait ça avec une vieille tank à eau chaude? Oui, encore une tank à eau chaude.
C'est ça, les granules tombent ici dans l'espèce de petits récipients grillagés qui ça. brûlent à mesure. À mesure. L'air passe ici, rentre ici, comme ça. Ouais. Puis le principe, c'est vraiment d'avoir une flamme très, très chaude, qui est très, très... Tu sais, c'est l'inverse d'une combustion lente, dans le fond. C'est avoir un petit feu, mais très, très chaud, qui est acheminé ici dans le tube. Puis au centre, tu as un tube rond. Et il y a un second tube d'alimentation d'air. Fait que le feu est alimenté une deuxième fois en oxygène. Fait que la combustion, elle est vraiment complète. Tu vas vraiment ça chercher permet de brûler les flammes, c'est ça? Brûler la fumée. Les gaz jusqu'au maximum. Tu vas chercher le maximum du carburant qui sort, dans le fond, des granules. Puis ça tombe dans un... En fait, ça monte dans un tube d'acier. Ça tourne comme ça. Fait que les flammes, ça permet un mélange de l'air et des gaz. Ça fait vraiment une combustion très, très, très complète. Ensuite de ça, ça s'en va dans un... Ça sort ici au centre, puis la flamme tourne, reste coincée un peu dans ce tube-là. Puis quand les gaz, quand la fumée commence à refroidir, ben ça sort. Ça va descendre, ouais. Ben là, je vais améliorer ça, je vais mettre une cheminée doublée. OK. Puis je vais éliminer les 90 comme ça, je vais vraiment y aller plus droit, ouais, tu vas avoir une meilleure tire. Une meilleure tire, puis une cheminée doublée jusqu'en haut, parce que ça fonctionne bien, mais par grand vent, ça fonctionne pas bien. Okay. Ça, c'est juste parce que ma tirance n'est pas assez bonne. Ouais. Fait que c'est ça que je vais faire. Tu l'as fait aussi, démontable. Fait que, si tu as un entretien à faire à l'intérieur, t'enlèves les bolts. C'est ça, pour enlever la cendre. Mais ça fait très, très peu de cendre. Ouais. Fait que, mais je peux enlever les bolts, puis je peux nettoyer l'intérieur. Ouais, ou faire une réparation si jamais. Ouais. Dans le fond, tu as un ventilateur en arrière pour envoyer la chaleur. La chaleur. Puis je chauffe seulement 25 pieds. Ça arrête après la table qui est là, quoi? Ici. Ouais, c'est ça. Je mets un rideau de plastique, je chauffe juste une petite partie, c'est suffisant. Puis j'ai assez de plan pour faire ton démarrage. Là. Exactement. Ça sert à rien de chauffer toute la serre pour rien. Non. On arrose au printemps avec de l'eau qui est conditionnée. Je vais éteindre la pompe. OK. Dans le fond, c'est ça, l'eau est préchauffée. OK. Puis elle est oxygénée. Fait que on prend l'eau du lac. Même quand il y a encore de la glace sur le lac, le tuyau souterrain il n'est pas gelé, donc on peut aller chercher l'eau du lac quand même. On l'achemine ici. On a du fil chauffant à toiture. OK. On réchauffe l'eau. Puis on oxygénise l'eau avec un aérateur d'aquarium. Okay. Puis là-dedans, on peut mettre de l'algue et des émulsions de poisson, si on veut, pour arroser les semis. Ouais. Puis vu que c'est oxygéné, c'est meilleur. Il y a une meilleure vie dans l'eau, parce que l'eau du lac peut être assez stagnante. Puis les semis sont très sensibles à ça. Fait que depuis qu'on a mis l'aération dedans, les semis poussent beaucoup mieux. On voit vraiment une différence. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un petit principe bien simple. On amène l'eau, puis ensuite de ça, on tourne la valve, on ferme celle-là. Puis maintenant, c'est l'eau des barils qui est acheminée dans la pompe. OK. Puis c'est avec ça que tu fais c'est avec ça qu'on tu te connectes là pour arroser. Oui, exactement. Je vais vous montrer le système d'irrigation. Un petit hack, comme on dit en bon français. Au lieu d'avoir une pompe à 2 000 à 3 000 c'est une pompe de jacuzzi. C'est une pompe de jacuzzi. Achetée sur Kijiji à 100 Puis c'est suffisant. Ça prend une à 4 forces, 4 HP. Ouais. Puis c'est suffisant pour arroser. On a un système d'irrigation que j'ai installé. Ça peut faire le tour. Ça fait le tour de la terre, mais on peut arroser seulement un jardin à la fois. Ouais. Puis on prend l'eau du lac, puis on la filtre avec ce filtre-là. On est capable d'arroser, justement, faire notre irrigation avec le système Wobbler, style Jean-Martin Fortier. Ouais. Super système, simple, rien à dire, ça fonctionne à merveille. Par aspersion. Oui, par aspersion. Puis c'est de la basse pression, on arrose, on a 20 PSI seulement. OK. Fait que pas besoin de système complexe là, avec des pompes super chères. 20, 23, 24 PSI, on est capable d'arroser, ça marche vraiment bien. Oui, ici, dans le fond, je vais vous montrer un autre bidule que j'ai fabriqué. C'est tout simplement une petite remorque avec un réservoir puis une pompe pour pulvériser. Puis dans le fond,
le but de ça, c'est de permettre de pouvoir pulvériser des engrais liquides. Ouais. Des engrais bio, bien sûr. Ça va être sûrement l'année prochaine mes engrais que j'ai fait moi-même avec la Consud. Mais j'utilise aussi beaucoup les algues liquides, l'émulsion de poisson. Okay. Que je peux arroser, ça permet d'arroser les cultures avec ça. Puis un autre truc aussi qu'on fait, c'est les extraits de compost. Les extraits de compost, c'est on prend un compost forestier, dans le fond, les résidus d'émondage. On a des tas qu'on laisse décomposer complètement. Ouais. Puis c'est chargé de micro-organismes. Une cuillère à table, il y a des milliards de micro-organismes dans ça. Fait que c'est vraiment chargé de micro-organismes bénéfiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grosse poche de thé, on met le compost dedans, puis on trempe cette poche-là dans le réservoir qui est là. Ouais. Puis on ne fait pas un compost un thé de compost aérobique avec une pompe, tout ça. On fait juste un extrait. On vient juste extraire les micro-organismes qu'il y a dans le compost. Puis une fois que c'est fait, bien, on se promène, puis au début de saison, on arrose. Puis pourquoi en début de saison? C'est que les sols argileux, ils ont tendance à être très froids en début de saison. Okay. Ça prend du temps à se réchauffer, puis ça prend du temps à la vie microbienne de... Tu fais ça pour la réveiller un peu. La réveiller, exact. Okay. Ça permet de réveiller plus vite les sols. Puis ça fonctionne. Je veux dire, c'est dur à dire avant-après, mais ça fonctionne. Moi, il y a des sections que j'ai pas faites, puis j'ai vu une différence. Okay. Puis je suis convaincu de toute façon de l'effet bénéfique que ça apporte. C'est des micro-organismes qu'on envoie. Ouais, de toute façon, ils sont déjà présents dans le sol. Ils sont juste peut-être en dormance, mais en les rajoutant, ça l'aide à... Ça active un peu tout ça. C'est ça. Ça aide à en rajouter puis à les réveiller. Puis de toute façon, ceux qui tombent sur les plantes, bien, ne veulent pas coloniser les plantes sur le feuillage. Ça permet... Ça peut prévenir qu'il y ait d'autres bactéries ou des maladies qui arrivent. C'est ça. Parce que dans la nature, c'est une compétition. La nature, c'est toujours une compétition. C'est qui prend la place. Ouais. Et les champignons, hein, c'est ça. Si tu mets... la nature a horreur du vide. Donc, si tu crées le vide, soit en désherbant, la nature veut reprendre le vide que tu as créé. Si tu, je sais pas, moi, tu mets un produit chimique puis tu viens éliminer, je sais pas, moi, les champignons qui étaient sur le feuillage, mettons un fongicide, exemple, bien, la nature aura du vide. Fait qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Fait qu'en mettant... en prenant la place. En prenant la place, bien là, si tu viens... puis en prenant la place, si tu viens d'occuper le feuillage de champignons bénéfiques ou de micro-organismes bénéfiques, bien là, tu viens d'éliminer ou du moins prévenir ceux qui sont... Ceux qui sont néfastes pour ta culture. Et voilà. Merci, Léon. On commence à être fatigué. C'est ça, dans le fond, pour le plaisir personnel, on met des haies brise-vent, on met des noisetiers, différents cultivars, d'autres petits fruits, sureau, cassis, mélanchier, la panoplie. On s'amuse. L'important, c'est de s'amuser. Ouais, c'est ça.